Le cocktail du bonheur, le cocktail des hormones du bonheur. Dans ce podcast, je te propose d'évoquer ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour venir doper ton enthousiasme, ta joie de vivre, ta volonté d'action, ta force de passage à l'action, le fait de se lever le matin, le cerveau clair, posé, les yeux en face des trous, avec une énergie incommensurable. Ouais, c'est quelque chose qui se développe et ensemble, aujourd'hui dans ce podcast, je te propose d'aborder qu'est-ce que c'est que les hormones dans ce cocktail du bonheur et quels sont leurs rôles, brièvement, mais juste que tu aies une idée de quoi on cause. Je vais évoquer avec toi deux fausses croyances qu'on a quasiment tous et je vais te proposer de les démonter ensemble. Deux trucs qui clairement nuisent à ton enthousiasme et on va évoquer ensemble 8 petits points pour t'aider à doper ton enthousiasme, ton bonheur au quotidien. Voilà. Donc, bienvenue dans ce podcast homoheureux.fr. Je suis heureux que tu nous écoutes aujourd'hui. Je suis David Levesque. Je suis spécialisé dans l'accompagnement de l'humain et notamment ce podcast donc sur toutes les problématiques LGBT. Donc, si tu souhaites vivre une vie d'homo plus heureux, à fond, épanouissante, que ce soit dans ton intimité, dans ton couple, dans ton travail, dans ton projet business, etc. Eh bien, écoute, homoheureux.fr. Je suis là. Tu as d'ailleurs un guide qui te sert à déjà faire un point de démarrage. Hein. C'est Homo Heureux mode d'emploi. Il y a 5 clés hyper pragmatiques, conseils vraiment très centrés sur vraiment des choses faciles à réfléchir et à appréhender. Et ça se passe sur homoheureux.fr. Si tu m'écoutes sur YouTube, Apple, Deezer, Spotify et compagnie, tu as le lien dans la description. Si tu es déjà sur mon blog, eh ben t'écoutes, tu as le lien sous la vidéo. Donc, je te propose d'évoquer ensemble ce cocktail du bonheur. Brièvement, quelles sont les 4 hormones qui sont à l'intérieur, comme ça on sait tout de suite de quoi on cause. Donc, première hormone, ça va être l'ocytocine. On a la sérotonine, la dopamine et l'endorphine. L'ocytocine, c'est l'hormone, eh bien, j'arrive plus à parler, hormone, ah, on y arrive, hormone, tu vois, hormone, bon, du bien-être, et quand on va se sentir bien pour aller vers les gens, hein, la vie sociale. Elle va aussi avoir un rôle sur la diminution du stress. On a ensuite la sérotonine qui, elle, va jouer sur le bien-être physique et mental et notamment sur la qualité du sommeil. La sérotonine va agir sur notre concentration, sur notre clarté vraiment de visualisation, notre clarté de question, la clarté de pensée, l'irritabilité, ce genre de choses. La dopamine, elle va jouer sur le focus et cette capacité d'initiative, de passer à l'action. Un excès de dopamine va créer de l'irritation, par exemple. Et l'endorphine, elle, c'est elle qui va venir diminuer le stress, elle va venir gérer la douleur physique comme mentale, et c'est elle qui va venir booster ton énergie, ta bonne humeur. Voilà, maintenant que c'est donné, on a besoin de ce cocktail de ces 4 hormones dans un certain équilibre pour pouvoir vivre et ressentir l'enthousiasme, la joie et cette volonté d'agir dans nos projets, de résoudre des problèmes, notre capacité à appréhender des situations complexes et bien sûr à vivre et à être heureux pour et avec soi-même et dans les gens qui sont autour de nous. Et tout de suite, je vais commencer par la première pensée, cette croyance sociale qui pour moi est une hérésie. Aujourd'hui, on pense très très souvent que si je suis pas heureux, si j'arrive pas à être enthousiaste, etc., c'est à cause de ma psychologie. Si je n'arrive pas à être bien dans ma vie, à atteindre mes objectifs, à vivre une histoire d'amour passionnante, à vivre une relation en paix avec mes parents, à m'assumer en tant qu'homo, compagnie, etc., etc. Si on pense, si je pense peut-être que je n'arrive pas à atteindre, à progresser comme j'ai envie, c'est à cause de ma psychologie. Eh bien, cette idée est fausse. Ta psychologie n'est responsable que de 20% de ton fonctionnement au quotidien. Ta psychologie n'est responsable que de 20% de ton fonctionnement au quotidien. Les 80 autres pourcents, c'est le fonctionnement de ton corps. Donc, le fonctionnement des organes, typiquement très important, le système intestinal, parce que c'est là le centre des émotions du bonheur, elles sont générées dans le ventre. Elles sont générées dans le ventre et pas dans la tête, contrairement à ce qu'on pense.
Et le fonctionnement du corps et notre système intestinal, pour faire bref, d'accord, hein, je te parle des détails médicaux, va influer et va vraiment permettre un fonctionnement neurochimique très important. Alors et bien sûr, plus mon corps va bien, plus mon cerveau va bien, plus mon cerveau va bien, plus il peut influencer. Les deux s'auto-influencent évidemment. Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est que s'il y a un problème aujourd'hui que tu estimes psychologique, il est très intéressant de venir interroger est-ce que c'est vraiment que psychologique. Et 9 chances sur 10 pour que ce ne soit pas que psychologique. Même moi, quand je vis des situations de stress, etc. et compagnie, j'ai ce réflexe aujourd'hui d'aller chercher certains outils à l'extérieur, j'en t'en parle dans quelques minutes, pour aider ma neurochimie à être meilleure. Parce que le corps est ainsi fait, il a ses défaillances, il a ses dérèglements, il a ses perturbateurs endogènes et exogènes, donc de l'intérieur et extérieur, qui viennent le limiter dans son fonctionnement. Et donc, nous, notre travail, c'est de venir l'aider à retrouver de l'équilibre. Donc, premier point sur les 8 que je souhaite aborder avec toi pour développer, pour booster, pour doper ce cocktail du bonheur, le premier truc, ça va être d'évaluer la situation, d'avoir ce réflexe. Donc, on parle de méta-observation, voire même de métacognition, et on va venir évaluer de 0 à 10 comment je me sens là, ici, maintenant, dans cette situation. Je me sens un peu morose, tu vois. Bon, je suis pas déprimé, mais pas l'énergie, là. Rien à foutre, là, putain, ça fait chier, là, quoi. Et j'avais ça et ça à faire aujourd'hui, puis là, j'y arrive pas, là. Donc, je peux décider de rester dans cet état mental de morosité, ou alors de colère, de tristesse, ou de mal-être, etc., etc. Et je peux venir, sinon, l'interroger. De 0 à 10, comment je me sens enthousiaste? Là, je me sens aller à 2, très bien. Le simple fait de venir évaluer ton niveau d'énergie permet à ton cerveau de stopper la routine, la boucle de pensée limitante. Alors, si ce n'est pas la stopper, en tout cas de la ralentir. Parce que le cerveau ne peut vivre qu'une seule émotion à la fois. Ça, c'est un truc fantastique. Tu ne peux pas être triste et en colère en même temps, amoureux et de la colère pour telle autre chose, etc. On ne vit qu'une émotion à la fois. Donc, quand tu te dis « Oh bon, aujourd'hui, ça va pas, machin », si en face de ça, tu poses la question « Comment je me sens ?» En fait, de 0 à 10, comment je suis de mon enthousiasme? Là, en fait, on n'est plus dans la morosité. Dès qu'on se pose la question, on quitte la morosité et on rentre dans un état qu'on appelle proactif, de méta-conscience, de méta-observation. Ok? Donc, le simple fait d'évaluer la qualité de notre enthousiasme régulièrement. Ah putain, j'ai la patate, c'est cool! J'ai tourné 5 vidéos aujourd'hui. En plus, c'est vrai, j'ai tourné 5 vidéos aujourd'hui. Et donc là, c'est cool, je suis super content. Parce que comme ça, je vais pouvoir envoyer du contenu là, sur mes 2 chaînes YouTube et tout. Ah, c'est cool! Ouais, chic! Ah tiens, là, j'ai la patate! Attends, David, de 0 à 10, là, combien tu es? T'as un 9? Waouh, chouette! Comment je peux faire pour passer à 10? Quelle petite chose simple je peux faire pour passer à 10? Ben là, écoute, vraiment, ce qui me ferait kiffer, c'est un repas avec des amis. Ok, bingo. Allez, tu prends ton téléphone, t'as fini ta journée, imagine que tu as fini ta journée de compagnie, et on vient proposer à quelques amis de venir manger à la maison ce soir. Par exemple. Ok? Donc, premier point, j'évalue de 0 à 10 quelle est ma situation à l'heure actuelle. Comment j'évalue là maintenant mon état de bien-être, de bonheur. Deuxième chose, nommer les émotions. Je me sens triste, en colère, machin. Bon, mais des fois, on sent qu'on est dans un état qui n'est pas de la joie, l'enthousiasme porteur, comme on dit. Et donc, du coup, c'est intéressant de venir dire, tiens, qu'est-ce que je... Ah, c'est de la tristesse, là. Ok, David, tu es triste. D'accord, tu es triste. Ok, écoute... Et après, on peut venir évaluer, de 0 à 10, quel est le niveau de la tristesse? Pourquoi quelle est l'origine de la tristesse? Quel est le besoin de la tristesse? Ça, c'est un autre sujet, un autre épisode. Mais juste, là, mon point, là, c'est juste de prendre le temps de juste nommer l'émotion. Je me répète, je sais, mais si je te propose
cette notion d'évaluer de 1 à 10 ton état de bien-être et ensuite de nommer les émotions, c'est parce que ce sont deux actions que tu as le contrôle, parce que personne d'autre peut le faire à ta place, et tu as le contrôle de le faire, et qui ont un pouvoir énormissime sur comment on va orienter ton cerveau à fabriquer du cocktail du bonheur ou au contraire du cortisol. Cortisol, l'hormone du stress. Et là, je te parle de neurosciences. Je te parle pas là de psychologie. Le fait de nommer une émotion, ça, il y a un aspect psychologique. Tiens, je suis triste. Pourquoi je suis triste? Comment ça se fait que je suis triste? Éventuellement, après, un autre épisode, je te développerai des questions de qu'est-ce qu'on fait quand on a nommé les émotions, d'accord? Mais juste le fait de les nommer, ça enclenche une réponse neurochimique dans le cerveau. Magique, non? Bon. Ensuite, troisième point, repérer les pensées limitantes. Tu entends bien que je n'évoque pas les pensées négatives. Ça n'existe pas, les pensées négatives ou positives. Ça correspond à un ancien dogme, une ancienne manière d'approcher en fait la psychologie. Aujourd'hui, on parle de pensées limitantes ou de pensées aidantes, pardon. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, les pensées limitantes existent aujourd'hui pour une raison. Tout l'écosystème qu'on a dans la tête, notre carte du monde, notre écosystème de pensée compagnie, il existe pour des raisons bien précises. Ces pensées limitantes ont un rôle en fait dans ton fonctionnement au quotidien. Donc, il s'agit juste de venir l'étudier, ce rôle, sans faire de grandes études sur toi-même, de grandes psychothérapies compagnie, mais juste venir identifier, conscientiser les pensées limitantes qui tournent. On parle, c'est de narratif, de dialogue interne qu'on se répète et qui tourne en boucle. Donc, il s'agit juste d'identifier ça, en fait, tu vois. Repérer les pensées limitantes. Tu sens que tu es un peu morose, là. Ah, tiens, de 0 à 10, tu es combien? Je suis à 2. Ok, je peux faire pour passer à 3. Ok. Nommer les émotions. Tiens, là, c'est quoi que je ressens, en fait? Pourquoi je suis morose? Qu'est-ce qui me fait ressentir morose? Je suis triste. Ah oui. Ah oui, je suis triste, mon chat, il me manque, il est pas là, en fait. Je suis en déplacement et mon chat me manque. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des pensées limitantes derrière? J'ai peur qu'il se fasse écraser. C'est une pensée limitante. Pourquoi? Parce qu'elle génère du stress, elle génère de l'anxiété. C'est une réalité que le chat peut se faire écraser. C'est triste, c'est très triste, en effet. Mais est-ce que, pour autant, ça vaut la peine de laisser cette pensée, cette peur que le chat se fasse écraser, dominer dans ton cerveau? Je suis désolé pour l'exemple, mais on est rarement habité par des pensées limitantes joyeuses. Hein. Donc, je profite du podcast pour t'exposer cette piste-là. Repérer les pensées limitantes. Dans un autre épisode pareil, on verra qu'est-ce qu'on peut en faire. Sinon, tu peux me contacter sur homoheureux.fr, prends rendez-vous avec moi, on prend le temps d'échanger, et si je vois que je peux t'aider, t'accompagner dans ta situation et dans ton enthousiasme, ce sera avec plaisir. Quatrième point, la méditation. Alors la méditation, tu as deux manières de la pratiquer. Une toute simple, accessible immédiatement en toutes circonstances, partout où que tu sois. Voilà la première chose que tu peux faire pour méditer. Juste avoir le réflexe régulièrement de faire des grandes inspirations profondes et de relâcher ton air. Tout simplement. Et ça, le réflexe, c'est d'installer régulièrement ces grandes inspirations. Tu montes dans ta voiture, tu t'assois dans ton siège de conducteur, tu t'arrêtes 2 secondes et tu fais 3 grandes inspirations. En sortant de la maison, quand tu vas aux toilettes, quand tu t'allonges pour faire la sieste ou dormir, quand tu vas conduire, juste avant de commencer à préparer ton plat ce soir, quand tu t'assois à table pour manger, quand tu t'assois sur le canapé le soir et que tu vas regarder un film, avant d'allumer la télé ou de mettre le film, tu fais 3 grandes inspirations. 3, 4, 5, 10 minutes si tu as envie. Tu peux pas en abuser. Au pire, si tu fais plein de grandes respirations comme ça pendant 10 minutes, ce que tu vas ressentir, c'est un peu un étourdissement. Parce que il faut savoir une chose, c'est que quand il y a beaucoup d'oxygène dans le corps, dans le sang, hein, pour faire bref, ça équivaut, si tu veux, un peu à un shoot de je sais pas moi, d'alcool ou de n'importe quelle autre substance. Voilà, ça fait ça. C'est l'effet que ça fait, en fait. C'est normal. Donc, méditation. Premier truc, si tu penses ne pas savoir méditer, juste quelques grandes respirations, régulièrement. Je me sens morose. De 0 à 10, comment je me sens. Et là, boum, tu peux enclencher sur 3 grandes respirations. Et tu verras instantanément
Tu veux ressentir un meilleur être. Tu vas pas passer de 2 à 10, mais tu vas gagner 1 point. Et c'est ça qui compte. C'est de progresser un pas à la fois. Pas besoin de culpabiliser, de te mettre la pression parce que tu n'arrives pas à être bien compagnie. Non, ça sert à rien. C'est pas l'objectif de ce podcast. C'est pour ça qu'on ne parle pas de pensée négative ou positive. Il y a un écosystème dans lequel tu fonctionnes aujourd'hui et le but, c'est de juste faire bouger cet écosystème. Donc, la méditation, cette respiration, et après, tu peux aller chercher des applications sur mobile. Aujourd'hui, il existe des applications vraiment très pratiques, très bien conçues. Tu as Namatata, tu as Petit Bambou, Headspace, Respire Relax, Asana Rebelle. Voilà, pour t'en citer vraiment juste quelques-unes qui sont très bien conçues. Même en mode gratuit, te propose d'accéder à des méditations guidées en audio. Tu mets ton casque, tu es dans ton lit, dans ton canapé, devant la cheminée, sur la terrasse, tu vois, comme ça, tranquille. Tu fais 5 à 10 minutes, tu écoutes l'audio. Et c'est good, c'est super good, man. Non, vraiment. La méditation, ça a le pouvoir de t'aider à poser ton cerveau. Voilà. Et poser son cerveau, c'est donner le temps à ton cerveau de réenclencher les mécanismes d'une neurochimie positive, donc du cocktail du bonheur. Ensuite, la gratitude. Tu sais qu'il y a un truc qu'on a découvert. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des grands entrepreneurs dans le monde et qu'ils réussissaient leur business? Quels étaient les éléments qui font que ces gens-là réussissent vraiment de manière magistrale et beaucoup plus intense que les autres? Et donc, bon, il y a plein de choses qui sont venues, mais il y a une constante tout le temps. La gratitude. Ces entrepreneurs éprouvent et vivent de la gratitude régulièrement et de manière beaucoup plus importante que les autres. Pourquoi ? Parce que la gratitude, elle a plein d'avantages, notamment d'annuler, de réduire, voire d'annuler le stress et l'anxiété, et que quand la gratitude est bien pratiquée, elle ne génère que du positif. Pourquoi ? Parce que même dans la pire situation, tu te dis, ok, là j'ai manqué mon client, j'ai perdu tant d'argent parce qu'on m'a piqué mon machin, parce que j'ai pas ma place de parking, parce que tu avais cette sorte d'amour là qui était magnifique et ça marche pas, j'en sais rien de ce truc-là. Quelle gratitude peux-tu avoir de ces situations-là ? Il ne s'agit pas d'excuser le comportement de l'autre si tu as manqué de respect, mais tu n'as pas de contrôle sur l'autre. Et puis l'événement, il a déjà eu lieu. Donc tu peux continuer à ruminer dessus. Ou tu peux aussi être proactif et dire, ok, le mec, il m'a tapé le système tous les jours, cette espèce de... il me pique ma place de parking et je suis obligé de me taper 40 minutes de tour à tour dans le quartier, là, pour trouver une place. Putain, si je le crois, je te le... Ok, t'as compris l'idée. Quelle gratitude je peux avoir par rapport à ça ? Oui, l'exercice n'est pas simple. Mais c'est ça, justement, le travail. Et peut-être que tu n'arriveras pas à voir le cadeau caché de cette colère, cette tristesse, de cet événement. C'est pas grave. Tu peux te focaliser sur autre chose. Quels sont les éléments pour lesquels tu as eu de la gratitude aujourd'hui ? Pourquoi ? Pour quels éléments suis-je reconnaissant aujourd'hui ? Ah, mes enfants sont venus me faire un bisou ce matin dans le lit. Ah, je me suis réveillé ce matin, les yeux clairs. Ah, c'est chic, ça. Je suis rentré du boulot, j'étais de bonne humeur. Avant que cette espèce d'empaffé me prenne ma place de parking. J'étais de bonne humeur avant. Et ça mérite d'avoir de la gratitude pour ça. Tu as le choix. Tu te focalises sur ce qui ne marche pas ou tu peux aussi renforcer la notion de se focaliser sur ce qui marche. Donc, se poser la question de pourquoi, pour quels éléments es-tu reconnaissant aujourd'hui. Ensuite, une très bonne manière de doper ce cocktail d'hormones du bonheur, c'est l'endorphine versus donc dopamine. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de dopamine dans nos fonctionnements quotidiens. Et qu'est-ce qui génère la dopamine essentiellement ? C'est les écrans. Saloperie d'écran. Quand tu es sur les écrans, les applications, les réseaux sociaux, etc. sont conçues pour te rendre addict au truc et à aller chercher encore plus, à attendre plus de messages, à partager un peu plus, etc., etc. Le problème, c'est que l'excès de dopamine enclenche des processus dépressifs. Ça dérègle complètement notre capacité de recul, d'appréhension, de gratitude, de relaxer, de temporiser des choses, etc., etc., etc. Donc c'est un
poison. D'accord? C'est pour ça qu'on met la dopamine partout. C'est pour ça qu'on met beaucoup de sel, beaucoup de sucre dans les aliments. Parce que ça génère beaucoup de dopamine. Parce que ça te rend addict au truc. Le cerveau, il est du sucre. Ok? Et c'est pareil dans le cerveau. Ah, putain, Facebook, qu'est-ce qu'il m'a dit Facebook? Est-ce qu'on m'a répondu sur TikTok, machin, compagnie, là? La télévision, tiens, est-ce qu'il y a un tel qui a gagné tel concours, compagnie, là? Le foot, pareil, c'est la dopamine, tout ça. Donc, l'idée, c'est pas, je ne vais pas te dire de supprimer les écrans, même si je pense que c'est peut-être vers ça qu'on devrait aller, mais moi-même, je ne supprime pas les écrans. Je n'ai pas de télé à la maison, mais je raisonne l'usage de mon mobile. Je suis proactif par rapport à ce genre de choses, pour pas me laisser manger par la dopamine. Donc, quand on a beaucoup trop de dopamine, un réflexe intéressant, c'est de venir vraiment développer l'endorphine. Et pour développer l'endorphine, on a, comme j'en ai noté, 4 actions principales. Premier, le mouvement. En gros, tout ce qui va être effort physique, le sport. Donc déjà, premier truc, le mouvement. Le fait de marcher, de s'étirer, de faire du yoga, de travailler debout, de travailler sur une boule gonflable, je ne sais plus comment on appelle ça, etc. Le mouvement, faire bouger le corps. Le corps a besoin de bouger pour que les énergies circulent, le sang circule, l'oxygénation circule, etc. Deuxième chose, le sport. Marcher, courir, randonnée, escalade, bref, du sport. Tout ce que tu as envie, du sport. Ensuite, le sommeil. Un très bon sommeil est excellent pour l'endorphine et donc ton cocktail du bonheur. Et ensuite, les relations sociales. Voilà. Faire la fête, discuter en société, des débats, un dîner autour d'une table, faire un jeu de cartes, tout ce qui est relations sociales contribue à générer l'endorphine. All right? Et deux derniers points encore sur comment doper ton cocktail du bonheur. Un, ça va être le prendre des décisions. Prendre des décisions réduit l'anxiété. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tu as des choses peut-être qui te ruminent au quotidien, qui sont complexes à résoudre. Tu n'as même pas du tout les réponses pour résoudre ça. La bagnole est en train de tomber en panne, ta compagne, ton compagnon qui s'est barré, tu ne sais pas comment faire, tu es triste de cette situation-là, ou alors tu dois faire un choix entre tel boulot, peu importe, décision complexe. Et donc là, l'idée, c'est de fragmenter cette décision complexe et de prendre rapidement des micro-décisions ou des décisions. Et le fait de prendre une décision, tu dis à ton cerveau de commencer à réfléchir, à solutionner le problème. Voilà. Je te ferai un épisode plus tard là-dessus également. C'est un sujet qui est passionnant. Juste retiens le fait de prendre des décisions. En gros, rester dans l'indécision, le flou, la situation de la complexité compagnie, ou décider quelque chose. Ça peut être par exemple, ok, demain je me lève et je prends 1 heure pour éclaircir ce problème. La bagnole est en train de tomber en panne, ok, je prends 15 minutes, papier et crayon, et je regarde vraiment comment je peux me débrouiller pour solutionner ce problème-là. Acheter une voiture, je vais évaluer les possibilités. Ah, mon chéri est parti, c'est compliqué là, et là il me demande de revenir, ou alors, je sais pas moi, il y a un problème relationnel avec les parents, j'en sais rien, mais des trucs, tu vois, des choses de la vie quotidienne, quoi. Je décide de prendre un temps d'y réfléchir. C'est une décision, c'est proactif. Alright. 8e point que je voulais aborder avec toi pour doper le cocktail du bonheur. Et j'aurais même dû commencer par celui-là, en fait. Avant de l'évoquer, je vais t'évoquer la deuxième hérésie, la deuxième fausse croyance que je t'avais annoncée en début de podcast. On pense tous bien manger. Nous pensons tous bien manger. Et en vérité, la plupart du temps, on mange très mal. Et même quand on mange bien, le corps n'a pas toujours les bonnes ressources et les bons outils pour assimiler correctement ce que tu donnes à manger et donc pour produire la bonne neurochimie. Moi, ok, ici, je mange bio au quotidien, j'ai des super ingrédients, je m'éclate à cuisiner tous les jours, je mange que du frais, il n'y a pas de surgelé, il n'y a pas de micro-ondes à la maison, je vends un travail, vraiment une conscience exacerbée sur tous ces trucs-là. Et n'empêche pas moins qu'à un moment donné, je vais me sentir irritable parce que je sais que j'ai une carence en tryptophane, donc en sérotonine. Ok? Et donc, je vais chercher des compléments alimentaires pour venir travailler là-dessus. Voilà. Donc, même si tu penses bien manger, je t'invite à être sceptique curieux et à se demander, tiens, pourquoi pas l'idée des compléments alimentaires? Chaque fois que tu vis un très gros stress, une grande décision, un événement majeur, chamboulant dans ta vie, dès que tu sens de l'irritabilité, une colère, une tristesse plus importante que d'habitude, complément alimentaire. Changement de saison, complément alimentaire.
Tu as fait des grosses fêtes, là, ça fait un mois que tu fais la teuf à fond, beaucoup d'alcool, compagnie, complément alimentaire. Tu manges très sucré, tu manges très salé, complément alimentaire. Tout ce qui est, tous nos abus, notre société aujourd'hui, malheureusement, n'est pas conçue, l'alimentation qu'on a aujourd'hui n'est pas conçue pour nous aider à être bien. Elle est conçue pour rendre riches des gens. Tout ce qu'il y a dans le super... Ah, pas tout, allez, on va dire. Et 90% de ce qu'il y a dans un super U ne sert à rien, est néfaste, nocif, toxique pour le corps. Ok ? Donc, le 8e point consiste à te dire, utilise des compléments alimentaires. Et il n'y a pas 50 milliards de choses à aller chercher. Le premier, c'est le tryptophane. Le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. La plupart du temps, on n'en a pas assez dans le corps. Le tryptophane, il a une particularité, c'est que ça fait partie des 9 acides aminés. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le corps n'est pas capable de le fabriquer. Il doit absolument aller le chercher dans les aliments qu'il mange. Quel est l'ingrédient le plus riche en tryptophane ? C'est le blanc d'œuf. D'accord ? Aujourd'hui, quand moi je me sens un peu morose ou triste, tu vois, un peu engourdi de la cervelle, je mange des œufs. À midi, je me fais des œufs. Je mange pas de viande, je mange des œufs. Des œufs, des légumes, simples. Parce que je sais que quand je mange des œufs, après, je vais bien. Et donc, on va manger des œufs non plus matin, midi et soir. Bon, pourquoi pas à la rigueur, mais... Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher le tryptophane en gélule. Dans le podcast, tu vas voir les liens des produits là que je te recommande, de très bons labos qui travaillent très bien, qui sont très sérieux et compagnie. Le tryptophane, tu me fais des cures. Tu suis la posologie du labo que je te file, et en gros, c'est 2 gélules en milieu d'après-midi. Et donc, du coup, le tryptophane va agir sur la sécrétion de sérotonine, sur aussi la mélatonine, donc la qualité du sommeil. Et comme on le sait, un meilleur sommeil, c'est une meilleure énergie, un meilleur cocktail du bonheur. Donc, il va avoir toute une répercussion importante. Si tu te sens très irritable, avec des excès de colère, ce genre de choses, tryptophane. Vraiment. Donc là, tryptophane, du zinc, oméga 3, et idéalement, si tu sais avoir des problèmes digestifs, si typiquement tu es en surpoids, ou si au contraire tu as des tendances anorexiques, un complément alimentaire de faune ah zut, ça va revenir. Mais en gros, pour réensemencer le microbiote intestinal. Ok. Et aussi un autre outil qui est super intéressant, c'est les champignons en micro-dosing. Donc je sais, chaque fois que je parle de ça, il y a toujours plein de réactions dans tous les sens. Je te le dis, il n'y a pas d'addiction, c'est légal, il n'y a aucune conséquence négative sur le corps, etc. L'intérêt des microdosing, donc c'est-à-dire, on a les champignons hallucinogènes qu'on va prendre en grande dose, les 10, 15, 20 grammes, ça se calcule en fonction du poids de la personne. Ça, c'est lié à des rites peut-être chamaniques ou aux expériences qu'on peut faire entre amis, etc. Je te parle pas de ça. Moi, je te parle en microdosing, c'est-à-dire qu'on va prendre 1 gramme, voire 0,5 grammes de champignons le matin, tous les 4 jours, et ça pendant 2 ou 3 mois. Ça sert à rien d'en prendre plus, parce qu'après, de toute façon, le corps, il est saturé, il ne peut plus recevoir les champignons. Et l'intérêt des champignons, c'est qu'on va agir sur 3 éléments: la bonne humeur, la joie au quotidien, la créativité et le focus. Et bien sûr, quand je développe la focus, j'arrive à avancer, à me concentrer sur quelque chose, donc je suis content, donc je génère de la joie. Comme j'ai de la joie, je renforce mon focus, et c'est un cercle virtueux, et qui va venir derrière m'aider dans mon cocktail du bonheur. Voilà. Donc le champignon en microdosing, c'est un truc super intéressant à aller chercher. Et encore une fois, je t'invite à être sceptique, curieux, expérimente, et tu verras bien comment ça se passe pour toi. Voilà ce podcast aujourd'hui, Homo Heureux, sur le cocktail du bonheur. Je te remercie de ton écoute. C'est des questions, des commentaires. Vraiment, tu te sens à l'aise pour venir les poser, que ce soit sur mon blog, sur YouTube. Je prendrai le temps de te répondre. Tu peux venir aussi me contacter si tu souhaites qu'on étudie ensemble comment tu peux avoir une vie plus enthousiaste. Auquel cas, tu vas sur mon site web homoheureux.fr et tu prends contact avec moi, je veux dire. Et puis on en discutera ensemble. Voilà. Merci à toi. À bientôt.